Troisième partie, l'hygiène ciblée. Les réservoirs cachés de microbes qui déclenchent des maladies. Les microbes sont partout, les gestes qui les diffusent nombreux. L'hygiène se préserve et se maîtrise au quotidien, comme on va le voir. Les doigts dans le nez. Ah, se curer le nez, un sport national voire mondial pratiqué par tout être humain ayant quelques minutes à tuer. En voiture, devant la télé, au cinéma, plonger avec délectation le doigt dans l'une de ses narines est courant. Se curer le nez, un geste santé ? La nature aurait-elle bien fait les choses avec la taille d'un index parfaitement adapté à la circonférence de nos narines ? Nous disposons en permanence à portée de main de l'outil idéal pour nous nettoyer le nez. Au fil de la journée, les narines qui fonctionnent comme des filtres sont encombrées par des crottes procurant une désagréable sensation de gêne. Seul dans son automobile au feu rouge, dans l'intimité des toilettes, de la salle de bain comme une fois au lit lumière éteinte, qui ne s'est jamais demandé quoi faire de l'encombrant butin extrait ? Chacun fouille méthodiquement l'intérieur de son appendice nasal. Mais pas au même rythme les uns que les autres, ainsi que les chercheurs l'ont démontré. Une étude scientifique américaine a en effet réalisé une étude clinique consacrée aux personnes qui mettent les doigts dans leur nez, et a découvert que 1,2% de la population se le récurait de façon répétitive voire compulsive, au moins une fois par heure, certaines quasiment tous les quarts d'heure. Par ce geste, les concernés contrecarraient en fait des situations de stress et d'anxiété, certains anticipant la remarque d'une personne indiquant que quelque chose sortait de leur nez, réflexion qui aurait provoqué chez eux une honte inenvisageable. Les chercheurs ont nommé ce comportement obsessionnel la rhinotylexomania. Ils ont même trouvé des personnes qui, à cause de gestes brutaux, se blessaient. L'un avait réussi à perforer sa cloison nasale, l'autre a entaillé la narine de l'ongle. Une femme était allée jusqu'à s'infliger une perforation du sinus. D'autres médecins, en Inde, ont étudié la pratique chez les enfants et adolescents, qui tous ont admis se curer le nez environ 4 fois par jour. Ce qui est intéressant, c'est que 12% ont reconnu agir par pur plaisir afin de générer une sensation de bien-être et alors qu'ils n'éprouvaient aucun besoin réel de se dégager les narines. Chez les sujets adultes aussi existent des personnes qui font ce geste uniquement pour se sentir bien. N'y voyez pas une quelconque obsession sensuelle de ma part, mais je ne peux m'empêcher de penser à l'image du doigt qui entre dans une cavité chaude et humide, genre petit coït symbolique vite fait bien fait, manière inconsciente de se rassurer et d'évacuer des frustrations en reproduisant de façon clandestine un rapport amoureux imaginaire. En tout cas, voilà un terrain de jeu idéal pour les psychanalystes interprètes du quotidien. Notez du reste, pour mémoire, qu'il a été observé que les garçons se curaient le nez plus souvent que les filles. Allez savoir pourquoi. Ne vous curez pas le nez avec les doigts sales. Une chose est sûre, se curer le nez avec des mains sales comporte des risques pour la santé, car les microbes qui se trouvent sur les doigts, comme les staphylocoques dorés, vecteurs de maladies, passent alors de l'extérieur à l'intérieur de l'organisme. Or, parachutés dans un milieu humide à 37 degrés, idéal pour leur croissance et bénéficiant à partir du nez de voies naturelles de diffusion, ces bactéries pathogènes peuvent provoquer des infections dans différentes parties du corps. Des scientifiques de l'université de Cambridge ont ainsi noté que les personnes qui se curent très souvent le nez avaient une contamination aux infections par staphylocoque doré significativement plus élevée. D'autres chercheurs ont découvert, eux, que les sujets qui farfouillaient beaucoup dans leurs narines étaient plus fréquemment victimes de streptocoques pathogènes cause de pneumonie. On ne mange pas. Un grand nombre d'enfants, mais aussi quelques adultes, mangent leur crotte de nez. Je suppose le dégoût de certains lecteurs, or la question à se poser n'est pas celle du c'est bien ou mal, mais plutôt quels sont les risques d'un tel comportement. Le premier d'entre eux est d'avoir un taux de bactéries pathogènes plus fort que la normale. Si certains ont avancé de façon étonnante que cette habitude pas vraiment gastronomique renforçait les défenses immunitaires, cela n'a jamais été prouvé. Dès lors, dans le doute, abstenons-nous. S'arracher les poils du nez, attention, danger. Les poils du nez fonctionnent comme de petits balais. Une de leurs fonctions est de contenir les microbes à l'extérieur en protégeant les fosses nasales, porte d'entrée vers le reste du corps. Ils forment donc une sorte de barrière protectrice idéale. Un rempart qui a fait dire à un médecin new-yorkais « S'arracher les poils du nez peut être à l'origine d'infections pouvant même être parfois mortelles ». Nous inspirons par le nez et expirons par la bouche, ce qui permet à l'air extérieur d'être humidifié, filtré et réchauffé avant de se voir utilisé par les poumons. Or, des scientifiques ont noté que s'arracher les poils du nez augmentait la fréquence des allergies en laissant le champ libre aux allergènes, staphylocoques dorés et molécules toxiques, notamment celles liées à la pollution. Chaque poil tiré contribue donc à détériorer un filtre naturel.
D'autant que, une fois celui-ci ôté, subsiste une inflammation locale parfaite comme niche à microbes agressifs. Les staphylocoques dorés sont à l'origine de maladies allant des bénins mais douloureux panaries, furoncles, aux graves intoxications alimentaires, pneumonies, infections des valves cardiaques en passant par les septicémies, mortelles en cas de résistance aux antibiotiques. Les poils nasaux peuvent contenir des bactéries pathogènes. Se frotter les yeux juste après les avoir triturés provoque parfois des conjonctivites. Comment faire pour ne plus voir les poils qui dépassent des narines? Les couper avec des ciseaux désinfectés avant et après usage. Si vous utilisez une tondeuse, cette dernière doit avoir été nettoyée de la même façon mais surtout être strictement personnelle. Mieux vaut donc le faire soi-même, à la maison, que chez son coiffeur dont certains utilisent une tondeuse à nez collective. Bien se curer le nez, tout un art. Se curer le nez fait partie des gestes naturels qui procurent un bien-être immédiat parce qu'on se sent plus propre une fois débarrassé des indésirables qui l'occupent ou l'obstruent. Quelques règles. Il importe de bien se laver les mains au préalable pour éviter l'importation dans les narines des bactéries pathogènes ou virus évoqués plus haut. La règle est de se nettoyer avec délicatesse, de tout faire pour que les ongles ne blessent pas, et de se laver les mains ensuite. Existe-t-il un moment adapté? À mon sens, oui. Le soir avant de se coucher et le matin seul dans la salle de bain. Complétez le nettoyage en mouchant successivement une narine puis l'autre afin de bien dégager les éventuels résidus. N'hésitez pas à renifler et à recracher dans le lavabo ce qui aurait été récolté, vous dégagerez ainsi votre arrière-gorge. Ajoutez à ces gestes rituels des Japonais qui complètent leur toilette par un gargarisme d'eau salée ou gazeuse visant à bien nettoyer les cryptes amygdaliennes où les microbes peuvent trouver refuge ne sera pas un mal. Le grand ménage nasal. Le nez nous protège, on l'a vu, mais nous devons aussi en échange presque le protéger grâce à une hygiène parfaite. Or, son lavage, pratique très ancienne dont nous avons hélas oublié le bien fondé, est essentiel. Le laver tous les matins, c'est commencer la journée du bon pied, en ayant la sensation d'être propre, de respirer plus aisément et de mieux sentir les odeurs. Une sensation avérée puisque les muqueuses nasales fonctionnent dès lors bien mieux tandis que les irritations diminuent. Vous éliminerez ainsi aussi les sécrétions qui s'accumulent dans la journée et améliorerez le bon fonctionnement de vos bronches. En regardant dans le lavabo ce qui sort du nez, vous ne vous demanderez pas longtemps l'utilité d'un tel lavage. Reste à le pratiquer à bon escient. La méthode est simple. Inclinez la tête et à l'aide d'un nébuliseur, instillez du sérum physiologique ou des solutions à base d'eau de mer dans l'une puis l'autre narine. Le choix du liquide dépend de son niveau de praticité et de votre tolérance. Dans certains pays, on utilise un récipient en forme de lampe à huile dans lequel est placée l'eau tiède légèrement salée. On laisse couler le contenu dans chaque narine, tête penchée sur le côté, très doucement, afin d'obtenir un bon lavage des fosses nasales. J'ai moi-même pratiqué cette méthode lors d'un voyage en Inde et je dois reconnaître qu'elle m'a séduit par sa simplicité. Une fois le lavage terminé, il est essentiel de se moucher. Appuyez sur une narine pour la fermer et soufflez doucement du côté opposé. En effectuant ces gestes santé chaque matin, vous éviterez que trop d'agents extérieurs stagnent dans vos cavités nasales et referez de votre nez un filtre efficace pour se prémunir de nombreux microbes à l'origine des rhumes. Pour les allergiques, c'est éliminer les allergènes. Pour tous, c'est ôter du corps les particules liées à la pollution atmosphérique, et ce en à peine 2 minutes. Pour information, toutes les 1 à 5 heures, nous respirons alternativement par une narine puis par l'autre. C'est ce que l'on appelle le cycle nasal. La vasoconstriction se produit alternativement d'un côté puis de l'autre. Réaction physiologique permettant de mieux sentir les odeurs. Donc ne vous inquiétez jamais si l'une de vos narines est partiellement bouchée. Il n'y a là rien que de normal. Culotte et jean. Déculotter toute la nuit. Le vagin dispose d'une écologie microbienne parfaite et harmonieuse qui participe à sa bonne lubrification et permet de mieux réagir en cas d'agression bactérienne type gonocoque ou chlamydia. Le bon équilibre de la flore entre certaines bactéries et les levures garantit un réel confort intime. La flore du vagin en bonne santé comporte les bactéries lactobacilles, espèces différentes de celles des yaourts, il va sans dire, en quantité, qui se nourrissent du glycogène produit par les cellules vaginales et convertissent ce sucre en acide lactique, diminuant le pH vaginal, rendant cet organe inhospitalier aux envahisseurs microbiens pathogènes. En pratique, la nature est donc bien faite. Le vagin fabrique spontanément les antibactériens qui le protègent. Si nombre de recherches récentes se sont penchées sur la flore intestinale, bien trop peu ont été consacrées à la flore vaginale.
Or, le microbiome vaginal intervient de façon significative dans la santé de la femme. Ainsi, il arrive que des problèmes bactériens provoquent des odeurs désagréables qui conduisent à consulter son médecin traitant. Dans ce cas, une recommandation. Éviter à tout prix les douches vaginales ou l'usage de savons et autres antiseptiques non prescrits par le praticien. Car ces produits risquent de casser la flore et de la rendre vulnérable aux agressions microbiennes. En voulant faire propre, on produit l'effet inverse. Pour maintenir la flore vaginale, certains spécialistes en microbiologie vont même plus loin puisqu'ils recommandent aux femmes de ne pas porter de culotte la nuit. Objectif, permettre d'aérer l'air vaginal et de la rendre moins humide. À l'en croire, la culotte augmente la chaleur, ce qui n'est pas bon pour l'équilibre de la flore et même l'humidité, deux facteurs favorisant les irritations locales. S'il vous est impossible de se passer de ce sous-vêtement, lors des règles par exemple, il préconise de ne surtout pas acheter des modèles en matière synthétique, mais de privilégier le coton qui absorbe mieux l'humidité liée à la chaleur et à la transpiration. Épilation intégrale et jeans trop serrés, le cocktail détonnant. Des médecins américains se sont de leur côté intéressés à une pratique qui se développe depuis maintenant plusieurs années, l'épilation intégrale conjuguée au port de jeans slim. Leur quête, vérifier si cette mode comportait des risques pour la santé féminine. Ils ont donc constitué 2 groupes comprenant plus de 200 femmes, suivis pendant 1 an. Dans l'un, les participantes s'engageaient à adopter le pantalon serré et le rasage total. Dans l'autre, elles gardaient leur pilosité et s'habillaient comme elles l'entendaient. Après 365 jours, le résultat fut sans équivoque. Le premier groupe avait connu 2 fois plus de vulvovaginite de la simple gêne à des douleurs d'irritation, voire des phénomènes infectieux. L'explication est en fait toute simple. Les jeans trop près du corps favorisent la transpiration ainsi que la macération dans cette zone sensible, et l'absence de poils rend les frottements des vêtements particulièrement irritatifs. Faites donc le bon choix entre les diktats vestimentaires et l'entretien de votre bien-être. Ne pas imiter tout le monde, créer vos propres règles et styles, être libre de choisir ce qui vous convient pour affirmer qui vous êtes vraiment, ne sont-ils pas des signes de personnalité forte bien plus attractifs que se fondre dans un moule, surtout quand sa santé est en jeu ? Un port de tête gracieux, une façon de se tenir droite naturellement, des positions harmonieuses contribuent plus à l'élégance que n'importe quelle tendance uniforme. Inutile dès lors de jouer la femme sandwich en arborant en toutes lettres le nom d'une marque de luxe sur un t-shirt, une ceinture ou un sac à main. Votre façon de sourire et de vous exprimer fera bien plus irradier votre beauté et votre grâce sans artifice que des logos bling-bling. Les menaces contre l'hygiène sont partout. Partout tout le temps et même quand on ne les attend pas, les microbes menacent. Leurs terrains de jeu favoris sont variés, multiples, surprenants. Aussi, pour rester en bonne santé et ne pas tomber malade trop fréquemment, la vigilance et surtout une bonne connaissance des pièges déposés par ces petits adversaires redoutables s'impose. Alors suivez-moi, découvrez les objets et recoins insolites où l'on n'envisage pas qu'ils puissent se cacher, et apprenez les bons réflexes à adopter. Crédit de microbes illimités, les cartes bancaires. C'est une histoire d'argent sale au sens premier du terme. C'est un crédit illimité mais pas en euros. J'aimerais annoncer qu'il s'agit d'une cagnotte financière vous permettant d'accéder à tous vos désirs, mais l'affaire est plus grave et tout autre. Je parle en vérité d'une réserve illimitée de microbes. Les cartes de crédit, ces quelques centimètres carrés de plastique, sont manipulées par de multiples personnes. Vous, le taxi, le vendeur, le serveur au resto, etc. Et chaque fois que vous payez, elles se transforment en nids à microbes. Pour en avoir le cœur net, nous avons décidé avec le professeur Vialette du prestigieux Institut Pasteur de Lille de pratiquer des prélèvements sur 2 groupes, dans cette ville ainsi qu'à Paris. 95 cartes de crédit appartenant à 95 sujets différents ont été analysées. Et ce, hors période d'épidémie de grippe ou de gastro-entérite. Lors du prélèvement, effectué avec un écouvillon, la zone en relief des cartes correspondant aux chiffres a été particulièrement visée. Ces numéros sont d'incroyables repères à microbes. Les cercles du 0, du 6, du 8 et du 9 étant même de véritables paradis à bactéries lesquels s'y multiplient. Plus précisément, sur ces 95 échantillons, le niveau de contamination variait de 4 à 300 colonies bactériennes par carte. 16% d'entre elles, soit 1 sur 6, présentaient des taux de contamination très élevés, plus de 200 colonies pour 25 cm², 12%, soit 1 carte sur 8, étaient aussi contaminées par des champignons. Je conseille donc vivement de nettoyer régulièrement votre carte de crédit, surtout en période d'épidémie de grippe ou de gastro-entérite, tant il s'agit de terribles relais de contamination. Un geste d'hygiène simple qui vous évitera de tomber malade pour rien. Le sale menu.
Dans le même esprit, des analyses réalisées dans des restaurants espagnols ont montré à quel point les menus étaient eux aussi contaminés par les microbes. Et pour cause, ces cartes ne sont quasiment jamais lavées ni désinfectées alors qu'elles sont manipulées à chaque service par d'innombrables personnes, serveurs, clients, etc., dont beaucoup ont les mains sales. Les chercheurs ont noté que les menus faisaient office de support à la contamination croisée microbes-aliments, provoquant gastro-entérite et ou grippe. Comme pour les cartes bancaires, ils ont mis au jour une grande diversité de bactéries, dont des staphylocoques dorés connus pour avoir des délais de survie s'élevant jusqu'à plusieurs jours. Mon conseil pratique, lavez-vous les mains après avoir passé la commande. Et je ne parle pas des salières dont j'imagine le bilan bactériologique tout aussi dégoûtant. D'ailleurs, évitez de vous en servir, par ce geste hygiénique, vous ferez aussi beaucoup de bien à votre santé quand on songe que le sel augmente les risques d'hypertension artérielle et de cancer de l'estomac, stimule trop l'appétit et fait grossir inutilement. Les habitacles des voitures, viviers de microbes. Souvent, les voitures brillent autant à l'extérieur qu'elles sont sales à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'entre nous mangent au volant, aèrent peu, surtout depuis la démocratisation de l'air climatisé. Autant d'attitudes qui créent les conditions idéales à la multiplication des microbes, du temps, de l'humidité et des débris alimentaires. Dès lors, nettoyez, lavez et séchez régulièrement le volant et les poignées intérieures du véhicule. En résumé, tout ce que vous touchez à chaque déplacement. Et lorsque vous manipulez le pistolet à essence pour faire le plein, pensez à passer ensuite un gel hydroalcoolique sur vos mains, l'engin étant fortement contaminé au niveau microbien. La solution Citron Express. J'insiste depuis longtemps sur la nécessité du lavage des mains avant de passer à table, rituel qui fait baisser de façon significative les infections gastro-intestinales, ORL et respiratoires. L'explication est simple. En touchant ce que l'on porte à la bouche comme du pain ou des frites, on transporte les microbes de l'extérieur du corps vers l'intérieur. Or, en période de grippe ou de gastro-entérite, le risque est démultiplié. Avoir les mains propres avant de s'installer devant son assiette n'est cependant pas toujours évident, en particulier au restaurant, parce que les toilettes sont parfois très sales et que vos mains bien propres risqueraient d'être contaminées en appuyant sur la poignée de la porte pour sortir. Quand on sait qu'un virus reste actif plusieurs jours et que l'on contamine autrui 3 jours avant d'être soi-même malade, imaginez, la suite est aisée. Eh bien, il existe une solution simple, demandez un demi-citron. Pour mémoire, en France, le citron, comme le sel, le poivre, l'huile ou le vinaigre, n'est jamais facturé. Pressez donc un peu de son jus dans la paume, frottez bien vos 2 mains, sans oublier les espaces interdigitaux et les ongles, puis séchez-les avec la serviette. Vos mains seront d'un geste d'un seul, à la fois propres et agréablement parfumées. Le citron est une arme antibactérienne redoutable, naturelle et sans danger, à utiliser sans modération. Son pouvoir actif, en particulier contre les bactéries type Staphylocoque doré ou certaines souches d'Escherichia coli, est réputé. Pour ma part, j'y recours chaque fois, pressant quelques gouttes au préalable au-dessus de mon verre d'eau. Cela donne bon goût et une agréable sensation de fraîcheur. Notons au sujet du citron et des agrumes une étude scientifique récente pour le moins surprenante, car elle a mis en évidence que les personnes qui buvaient tous les jours des agrumes en quantité avaient 30% de cancer de la peau en plus. Pour l'instant, les scientifiques ont observé le phénomène sans en trouver l'explication. La seule recommandation que l'on puisse donner aux gros buveurs de ces jus est de consulter chaque année leur dermatologue et de bien se protéger du soleil. Il est vrai aussi que certains agrumes comme le pamplemousse perturbent le fonctionnement des médicaments, les rendant parfois inactifs. Ce qui est naturel n'est pas toujours sans danger. Les bracelets douteux. Un consensus scientifique reconnaît que le lavage des mains est essentiel à la santé. Mais imaginez-vous qu'à proximité des mains se trouve un véritable taudis à microbes, lesquels ne demandent qu'à se faire parachuter sur ce que vous touchez? Le coupable, le bracelet de montre, jamais lavé, souillé chaque jour. Pourquoi se donner tant de peine à nettoyer soigneusement pommes et doigts s'ils doivent cohabiter avec un réservoir à crasse? L'humidité de la sueur, les contacts avec toutes sortes de contaminants et l'absence de la moindre goutte de savon constituent le terreau parfait pour la multiplication des microbes sur ces bouts de cuir. Des études scientifiques ayant mis en évidence le fait qu'ils soient porteurs d'une faune bactérienne impressionnante, un mix de bactéries, levures, champignons, etc., des chercheurs ayant signalé l'existence de bracelets 3,5 fois plus contaminés qu'une lunette de toilette, on comprend pourquoi il est interdit aux chirurgiens de porter des bijoux ou une montre en salle d'opération. Là encore, la solution existe. Adopter des bracelets de montre en acier, en matière synthétique textile, en plastique lavable, voire une montre résistante à l'eau. Et les savonner régulièrement en prenant soin de les rincer et de bien les sécher.
La montre elle-même peut être nettoyée avec un gel hydroalcoolique et un coton. Dernier détail d'importance, je recommande de jeter immédiatement après utilisation les bracelets éphémères distribués dans les festivals. Je sais que nombre d'entre vous aiment les conserver au poignet comme souvenir ou porte-bonheur, mais une étude britannique a démontré qu'ils étaient 20 fois plus contaminés que la normale. Les risques pris sans le savoir. Le danger n'est pas toujours là où on le croit. Des chercheurs ont récemment mis au jour le rôle d'une mauvaise hygiène dentaire dans le développement de la maladie d'Alzheimer, de nombreux cancers et de soucis cardiovasculaires. Même les troubles de l'érection sont concernés. Comment les scientifiques en sont-ils arrivés à de telles conclusions? La maladie d'Alzheimer ne bénéficie pour l'instant d'aucun traitement. En revanche, la prévention a progressé. Les médecins ont par exemple découvert dans le cerveau des patients la présence de protéines toxiques issues de bactéries pathogènes, les Porphyromonas gingivalis, que l'on retrouve aussi dans la sphère bucco-dentaire des personnes concernées. La bactérie qui provoque des inflammations des gencives pouvant aller jusqu'au déchaussement des dents migre donc. D'autres bactéries issues de la bouche accroissent de manière significative la fréquence de certains cancers. C'est le cas de l'Helicobacter pylori qui provoque des ulcères gastriques, mal qui non traités suscite un état inflammatoire constant et fait le lit du cancer de l'estomac. Or, par un traitement antibiotique adapté, l'Helicobacter pylori est éliminé. On a constaté aussi que d'autres bactéries entraînant l'inflammation des gencives favorisaient l'apparition de cancers du pancréas, de l'œsophage ou du côlon, voire des maladies cardiovasculaires. Pour se protéger, je recommande donc une visite annuelle chez le dentiste, un brossage soigneux des dents avec passage du fil dentaire après chaque repas et bien sûr d'éviter autant que possible les produits sucrés. Les AVC sont aussi concernés et liés dans certaines situations aux maux de bouche. En mai 2019, des scientifiques de l'université de Tampere, en Finlande, ont identifié des fragments d'ADN provenant de bactéries de la cavité buccale dans des emboles cérébraux à l'origine d'accidents vasculaires neurologiques. Sur 75 patients victimes de ces congestions au cerveau, 79% présentaient des fragments de bactéries spécifiques en provenance des dents. Une mauvaise hygiène bucco-dentaire a donc un retentissement indirect pouvant se révéler redoutable sur la santé. L'inflammation des gencives crée un milieu dont les bactéries dangereuses raffolent. Comment éviter le développement de ces infections chroniques? Des recherches récentes ont clairement montré que notre alimentation avait un rôle déterminant dans cette éradication, en particulier les repas fournis en légumes, fibres, oméga 3 et aliments riches en vitamines C et D. De quoi réduire la gingivite, pathologie buccale qui se caractérise par des saignements lors des brossages. A l'inverse, les graisses et sucres favorisent ce mal. Le téléphone portable, c'est très personnel. Pour votre bien, apprenez à être un ours mal léché. Autrement dit, le téléphone portable, comme une brosse à dents, ne se prête pas. Rien de mal élevé dans une telle attitude, au contraire même, vous vous protégez et protégez l'autre. Car en téléphonant, on postillonne sur le combiné des millions de bactéries et virus, qui à cause du micro collé à la bouche, se transfèrent en quantité. Si vous vivez en harmonie avec vos microbes, qui constituent votre flore intérieure, ceux des autres peuvent devenir des ennemis. Or, certains virus peuvent prospérer plusieurs jours sur un smartphone. Pensez donc à le nettoyer chaque matin avec une lingette ou un coton légèrement imprégné de produits antiseptiques pour ne pas le transformer en réserve d'agents contaminants. Quand on songe qu'une étude publiée dans la revue de la Société américaine de microbiologie vient d'annoncer que 40% des téléphones des étudiants d'une université brésilienne étaient contaminés par du staphylocoque doré, force est d'en conclure que la prudence et le nettoyage s'imposent. Vous changez de sous-vêtements chaque jour, pourquoi ne pas nettoyer votre appareil au même rythme? Il est moins risqué de porter un slip ou une culotte de la veille que de mettre sa bouche près d'un portable sale. Ne coupez pas le film avant la fin. À chaque selle, le rectum se vide complètement. Mais lorsqu'ils vont à la selle, certains veulent qu'à peine assis, la tâche soit déjà terminée. Faire fi ça, aucun temps à perdre, ne surtout pas occuper les lieux longuement parce que quelqu'un attend, le vite fait mal fait domine. Or, rien n'est plus dommageable pour la santé. Car, afin de mener l'opération à bien, une fois installée, ces amateurs de rapidité poussent le plus intensément possible en vue d'éjecter le maximum de matière fécale en un minimum de temps. Effort qui se solde souvent par de piètres résultats, à savoir l'émission de petits morceaux. L'ennui, c'est que pousser fort aux toilettes augmente la pression dans les vaisseaux sanguins, que certains sur le trône deviennent tout rouges, que la tension artérielle monte et que les accidents vasculaires peuvent même survenir chez les cardiaques. Moindre mal, mais quand même, les veines de l'anus gonflent aussi, favorisant les hémorroïdes. Donc un conseil, sur le trône, on agit avec retenue et mesure. Ne vous éternisez pas non plus. En moyenne, hommes et femmes passent moins de 3 minutes aux toilettes à chaque passage.
C'est peu, d'autres s'éternisent, lecture, smartphone, etc. Là encore, le trop est l'ennemi du bien. Des experts conseillent de ne pas demeurer plus de 3 minutes sur les WC parce que lorsque l'on reste trop longtemps, la musculature autour de l'anus perd en tonicité. Le canal anal glisse un peu vers la sortie, ce qui risquerait de faciliter le passage à l'extérieur des hémorroïdes, ce qui n'est ni esthétique ni confortable. C'est aussi un phénomène qui augmente les constipations opiniâtres. En allongeant le temps passé à obtenir un résultat, il ne se produit parfois rien du tout. Pourquoi ? Parce que l'envie est déclenchée par la sensation de petites contractions intestinales et que s'éterniser réduit ces contractions qui deviennent beaucoup plus faibles. Résultat, les selles ont tendance à prendre la direction inverse, donc à remonter vers le côlon. Vous connaissez ce phénomène. Quand on n'a pas la possibilité de se rendre au WC, on se retient, ce qui n'est pas bien, et peu à peu l'envie disparaît. Lorsque, un peu plus tard, à un moment jugé propice, on y retourne, la défécation s'avère plus difficile, car les selles sont devenues dures. C'est comme cela que se forment parfois des fécalomes, ces boules de matière fécale dure comme de la pierre susceptibles d'entraîner des occlusions intestinales par l'obstruction de l'anus. Le médecin devra alors effectuer un lavement ou pratiquer un toucher rectal et fragmenter le fécalome afin de l'extraire par morceaux. Le fécalome souligne en tout cas l'importance de bouger, de marcher pour bénéficier d'un bon transit, de maintenir une alimentation adaptée ainsi qu'une très bonne hydratation tout au long de la journée. Dans un premier temps, oubliez le chronomètre. Pour progresser harmonieusement dans les intestins et aller vers la sortie, le bol alimentaire a besoin de mouvement. Sinon, l'expulsion sera longue et difficile. Dès lors, soyez pleinement concentré sur ce que vous faites. Installez-vous confortablement sans stress en essayant de vous relaxer. Inspirez et expirez calmement en vous concentrant sur la respiration. Quand vous sentez que vient le moment, laissez faire sans essayer de forcer ou d'en faire plus. Attendez tranquillement que la force de gravité fasse tomber naturellement ce qui résistait dans le rectum. Vous remarquerez parfois la longueur inhabituelle de votre selle. Le rectum sera en tout cas parfaitement vide, propre et vous soulagé. Vous lavez après, si vous en avez la possibilité, conclura l'opération. Dans un couple, on aime échanger les microbes. Des scientifiques américains ont mis en évidence combien les couples sexuellement actifs vivant ensemble partagent leur empreinte microbienne. En utilisant un algorithme spécifique, ils ont réussi avec une précision de plus de 85% à reconstituer les duos de leurs études rien qu'en s'appuyant sur une série d'échantillons biologiques individuels. Et ont constaté ce qui les a surpris que la zone d'échange la plus forte se situe au niveau des pieds. En fait, vivre pieds nus chez soi conduit à partager un immense arsenal de microbes. En Occident, la plupart des gens n'enlèvent pas leurs chaussures en rentrant à la maison. Ils marchent dans la rue, piétinent des crottes de chiens, touchent des détritus, colportent la pollution et transforment leurs semelles en taudis à microbes. Et une fois chez eux, ensemencent le sol qui devient un véritable bouillon de culture. Les pieds nus posés sur un sol de ce type, surtout mouillés en sortie de douche, suffiront à contaminer partenaires et draps. Je rappelle donc ce conseil de bon sens, ne rentrez jamais avec vos chaussures de ville dans la salle de bain ou la chambre à coucher. La barbe à papa. Depuis quelques années, la barbe est très tendance. Une manière d'afficher sa virilité, sa différence, voire d'affirmer sa liberté. D'aucuns prétendent qu'elle permet un gain de temps. Ce n'est pas exact. Si se raser chaque matin est contraignant, bien soigner son système pileux facial l'est ou devrait l'être plus encore. Car il convient de le laver, frotter et sécher, de tailler ce qui dépasse en veillant à ce que chaque côté soit identique. Car la symétrie est primordiale comme de nombreux sondages l'ont montré, indiquant qu'un visage harmonieux et proportionné faisait partie des critères esthétiques importants. Dès lors, selon son talent de taille, on peut rééquilibrer un visage en trompe-l'œil, tout comme une moustache donne plus d'harmonie à la lèvre supérieure. La manière dont on porte la barbe est par ailleurs déterminante. Soignée ou crasseuse, elle peut donner une impression de sagesse ou de dérive. Des travaux ont même établi que les barbus apparaissaient aux yeux des femmes plus âgées comme bénéficiant d'un statut social élevé, et que les barbus en colère semblaient beaucoup plus agressifs que les glabres furieux. Porter la barbe revient donc à écrire un message sur son visage. Aussi faut-il veiller à rédiger le bon texte pour éviter toute méprise. Et l'hygiène ? La barbe est un foyer bactérien permanent. Les Anglais ont calculé par exemple que l'ensemble des buveurs réguliers de bière porteurs de moustaches laissaient 96 000 litres de breuvage dans leur bacchante chaque année. Une autre étude a quant à elle souligné que la barbe d'un homme contiendrait plus de bactéries que le pelage d'un chien. Constat qui dépend directement, on le comprend, du comportement du propriétaire. Si son système pileux facial est bien entretenu, il n'y aura aucun problème particulier.
En revanche, si son collier, barbiche ou autre bouc est long et négligé, les microbes auront tout loisir d'y prospérer, s'alimentant des scames de peau perdue chaque jour et s'hydratant à la sueur du visage. Pour éviter d'entretenir une telle ménagerie, une seule option. L'huile de coude avec savon et séchage parfait. En plus du look, je vois à la barbe un autre mérite. Elle protège une grande part du visage du soleil, donc des rides. Les risques de cancer de la peau, là où elle est implantée, sont plus faibles. Le poil démultiplié bloquant 95% des rayons UV. Si vous êtes concerné, prenez le temps de comparer les parties de votre corps jamais exposées au soleil et votre visage. Vous constaterez que les zones protégées naturellement affichent une peau d'enfant, tandis que les joues, front, cou ont l'épiderme d'un adulte. La barbe sert donc de protection utile. Elle participe aussi à l'hydratation du visage en préservant la couche lipidique de la peau, du vent et des agressions extérieures. Quant aux moustaches, elles peuvent faire office de fibres et diminuer les effets des pollens. Ce n'est toutefois pas une raison pour imiter le roi d'Angleterre Henri VIII ou le tsar Pierre le Grand qui en 1535 et 1704 avait créé des impôts à payer par les barbus. Les salades qui rendent malades. La lutte contre le gâchis alimentaire est devenue une priorité tant nos modes de consommation actuels choquent alors que bien des gens peinent à joindre les deux bouts et à se nourrir tout court. Que cette prise de conscience émerge, tant mieux. On voit même pour éviter de jeter bien des personnes qui renouent avec l'art d'antan d'accommoder les restes. S'il s'agit d'une bonne initiative pour la planète et le porte-monnaie, ce n'est pas forcément le cas pour la santé, car de nombreuses idées reçues circulent en la matière. Celle qui prétend que si c'est cuit, il n'y a pas de problème est ainsi partiellement fausse, car tout le cuit ne se conserve pas éternellement. Certes, observation de bon sens, les aliments crus ayant trop traîné à l'air libre prennent rapidement mauvaise allure et non présentables atterrissent souvent à la poubelle plutôt que dans les estomacs. Mais croire que les plats mijotés sont plus durables n'a rien de sain. C'est comme les salades, volonté concoctée avec des rondelles de tomates et un peu de persil qu'on ajoute aux pâtes et au riz froid de la veille. On pense qu'avec une vinaigrette et le talent de faire du neuf avec du vieux, le tour est joué. Or, c'est précisément là que le risque apparaît. Le vieux rafraîchi n'est pas forcément mangeable. Je pense tout particulièrement à la tendance actuelle du batch cooking qui consiste à préparer le dimanche les repas de la semaine. Cela nécessite de respecter au mieux les conditions d'hygiène pour l'élaboration et la conservation des plats. Un étudiant de 20 ans est ainsi décédé 10 heures après avoir avalé des spaghettis oubliés à température ambiante depuis 5 jours. Pour gagner du temps et faire des économies, il avait décidé de cuisiner une seule fois pour la semaine sans penser aux bactéries opportunistes en embuscade. Bacillus cereus en a profité pour proliférer dans ses plats, créant une infection qui a entraîné la destruction fulgurante de son foie et une inflammation aiguë du pancréas. Le riz recyclé peut s'avérer tout aussi dangereux. Les médecins américains appellent les infections qui suivent sa consommation « fried rice syndrome », en français « syndrome du riz frit ». Rien qu'aux États-Unis, ce mal touche chaque année plus de 60 000 personnes. Des sujets en bonne santé sont atteints de vomissements, de douleurs abdominales et de diarrhée passagère, tandis que les plus vulnérables en meurent. En cause, une bactérie qui libère des toxines, lesquelles provoquent l'intoxication alimentaire dans les 30 minutes à 15 heures suivant l'ingestion. Heureusement, quand on a un bon système immunitaire, en 24 heures, tout rentre dans l'ordre. Pour éviter ces intoxications, rien ne vaut certains réflexes. À savoir, placer immédiatement après le repas le reliquat de pâtes et de riz au réfrigérateur et ne réutiliser qu'une fois ces restes. Et s'ils ont été oubliés quelques heures sur la table, on ne court aucun risque, on les jette. La congélation ne serait pas une solution car vous conserveriez intactes les petites bombes microbiennes productrices de toxines redoutables. On ne met pas non plus au frigo un gros saladier contenant les pâtes ou le riz froid, on les sépare en 2 récipients, une quantité trop importante retardant le refroidissement des aliments au milieu du bol. Enfin, si vous voulez quand même resservir du riz frit, ne vous contentez pas de le passer 1 minute au four à micro-ondes, faites-le à nouveau cuire à basse température, le plus longtemps possible sans altérer le goût. On l'a vu, avec des gestes simples et beaucoup de bon sens, évitez les pièges à microbes que tant le quotidien n'est pas si compliqué. En suivant mes conseils, en changeant quelques-unes de vos habitudes, rester en bonne santé deviendra un jeu d'enfant.